Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du recyclage des plastiques précisément. Nous en parlons avec Paul Defroment, qui est Managing Director au sein de la recherche Action de Bryan Garnier. Bonsoir Paul. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes analyste spécialiste de la clean tech et de la transition énergétique. Le thème du recyclage des plastiques, comment on circonscrit le périmètre? C'est-à-dire de quoi on parle quand on évoque ce sujet, de quel type de plastique et quels sont les drivers de ce marché du recyclage de plastique aujourd'hui, Paul? Alors, le plastique, c'est une thématique qui est assez large. Le plastique, il y en a beaucoup. Déjà, première chose, il faut dissocier le plastique du déchet plastique. C'est quelque chose dont on a déjà parlé, mais la production de plastique, c'est à peu près 400 millions de tonnes par an. Le déchet plastique, c'est à peu près 300 millions de tonnes par an. Donc, ce qui s'explique parce que tous les plastiques ne se retrouvent pas déchets au bout d'une année. Et dans ces 300 millions de tonnes de déchets plastiques, il y a des plastiques qui sont assez bien représentés, c'est assez fragmenté. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a que 10% de ce déchet plastique qui est recyclé. Le reste étant incinéré, mis en décharge ou perdu. 10% de 300 millions de tonnes de déchets plastiques sont recyclés. Dans le monde. Dans le monde. En Europe, c'est un petit peu plus, autour de 15%, mais dans le monde, c'est 10%. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que seulement 10% et parce qu'en fait, déjà, premièrement, c'est pas aussi simple que ça de recycler du plastique. Mais le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une filière qui soit mise en place, une filière de recyclage. Ça commence par la collecte et ça passe ensuite par le recyclage et ensuite des débouchés de ce plastique recyclé. Et c'est là où toutes les filières, en fait, ne se valent pas les unes avec les autres. Il y a des types de plastique ou de déchets plastiques qui sont recyclables aujourd'hui quand d'autres ne le sont pas. On pense au PET, c'est ça notamment, Paul? Oui, tout à fait. Le PET est un bon exemple parce que le PET est, je dirais, aujourd'hui un des plastiques dont la filière est la plus mature en termes de recyclage. C'est la filière pionnière un peu de ce sujet du recyclage plastique, quoi. En réalité, c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que ce qu'on regarde dans le plastique, c'est à quel point il se transforme en déchets plastiques. C'est ce qu'on appelle en anglais le lifetime to waste. Et plus ce temps est court, plus il est urgent de trouver une solution pour le recycler. Et le PET, vu que le PET est surtout présent dans le packaging, surtout dans les bouteilles notamment, en plastique, le PET a une durée en fait très courte entre la production et le moment où il devient déchet. Et le moment où il devient déchet. Et donc la filière, en fait, c'est structuré autour de ça. Et comment est-ce qu'une filière se structure? Ça commence d'abord par, en général, une pression réglementaire. Donc c'est là où on a une directive européenne qui dit clairement que, par exemple, en 2025, toutes les bouteilles de plastique doivent contenir au moins 25% de plastique recyclé. 2030, au moins 30%. Donc ça, c'est le premier point. Donc ça force les entreprises à s'adapter. Et la deuxième chose, je dirais, le deuxième driver, c'est que vous avez une pression croissante de la part des consommateurs, une sensibilité plus importante, ce qui force les marques à s'engager pour justement créer ou favoriser en fait cette filière de recyclage. Et là, on a des exemples très pertinents. On a, par exemple, Danone a supprimé les couleurs pour les bouteilles de Badoit, les couleurs vertes et rouges, parce que la pigmentation était un problème dans la... Pour le recyclage. C'est une entrave au recyclage. C'est une entrave au recyclage, tout à fait. Clair. Et ça, c'est parce que le consommateur final de Badoit a fait la différence. Non, alors, je dirais que le consommateur final a une sensibilité plus importante. D'accord. Et donc, les marques font un effort. Ils trouvent de l'intérêt. Pour justement, après, et ensuite, disent très clairement... mettre en avant très clairement. Bien sûr, pourquoi mettre en avant l'effort. Mais c'est ça. Mais par exemple, on sait que les plastiques, ce qu'on appelle les plastiques complexes, c'est-à-dire qu'on a des emballages qui sont composés de plusieurs plastiques. Haribo, par exemple, a décidé de faire des sacs plastiques monocouches pour que ce soit plus facile à recycler. Donc voilà, on a un certain type d'engagement. Et en fait, quand on prend la réglementation et les grandes marques, on commence à avoir... Il y a quelque chose qui structure. Quelque chose qui se fait. Et maintenant, par contre, il faut que la collecte et les technologies de recyclage suivent. Justement, vous disiez c'est pas si... Pourquoi il n'y a que 10% des déchets plastiques qui sont... Vous disiez c'est pas si facile. Il y a une question de techno qui se pose. Quelles sont les technos existantes là qui fonctionnent, sur lesquelles elles sont validées et ça fonctionne, et quels sont les espoirs peut-être pour demain? Alors, des technologies existent. Il y en a
je dirais il y a deux grandes familles pour le PET, mais c'est pas que pour le PET, c'est aussi pour les autres plastiques LDPE, HDPE, qui sont des plastiques de grande consommation qu'on trouve dans le packaging. On a ce qu'on appelle le recyclage thermomécanique et le recyclage chimique. C'est à peu près deux grandes familles. Aujourd'hui, la quasi-totalité des capacités, c'est du thermomécanique. Le thermomécanique, basiquement, c'est-à-dire qu'on récupère le déchet plastique, on le broie, on le trie, on le broie, on le chauffe et on le reforme. D'accord. Le chimique va être un petit peu plus compliqué, mais déjà, pour finir sur le thermomécanique, c'est très bien parce que c'est une filière qui est mature, qui fonctionne très bien. Elle a quelques petits défauts. Les petits défauts, c'est que sur le déchet qu'elle reçoit, elle est un peu exigeante parce qu'elle ne peut pas tout recycler. La phase de tri est très importante, quoi. Et c'est là où on arrive aux fameux plastiques complexes, aux problèmes de pigmentation. Il faut avoir une certaine pureté du déchet pour avoir un produit fini qui soit réutilisable. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la qualité va se détériorer au fur et à mesure du recyclage. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on essaye de trouver d'autres solutions. Donc il y a une fin à cette logique de recyclage à travers... En général, au bout de 4-5 cycles, c'est plus exploitable. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive au recyclage chimique. Et le recyclage chimique, il y a des technologies qui sont très prometteuses. On a Carbios en France, il y a Loop au Canada. Il y a aussi des sociétés, je pense à ces sociétés-là parce qu'elles sont cotées, mais il y a d'autres sociétés privées aussi. Il y a Mura, par exemple, technologie en Angleterre. Et donc là, l'idée, c'est de trouver justement des sociétés qui soient capables de s'affranchir de cette contrainte au niveau du déchet et de s'affranchir aussi de cette contrainte de détérioration de la qualité. Et ces technologies y arrivent. Le vrai défi pour elles, c'est d'arriver en fait à l'échelle. À l'échelle, d'accord. Et c'est là la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas d'échelle encore sur ce recyclage chimique. Et c'est pour ça qu'on a encore 100%, la quasi-totalité des capacités qui sont du mécanique. Avec ces deux technologies, notamment la chimique, on peut envisager un recyclage plus important demain des plastiques, au-delà de ceux que vous avez cités, le PET et les autres, l'emballage, on va dire grande conso. On peut se permettre d'imaginer que les 90% de déchets plastiques non recyclés puissent l'être au fur et à mesure. Oui, ce ne sera pas les 90%. Non, on aura toujours des problèmes de... déjà, les 90%, comme je vous le disais, il y a à peu près la moitié, c'est incinéré, l'autre moitié mis en décharge. Il y a une partie qui est perdue. Ça, c'est les chiffres en Europe. C'est pas, par exemple, la partie plastique perdue, elle est beaucoup plus importante en Asie, en Afrique. Donc, oui, ça va contribuer. En fait, plus il y aura de technologie, plus on va augmenter les capacités et plus on va diversifier en fait les contraintes d'approvisionnement et le produit fini. Et donc c'est ça ce qui va contribuer à augmenter les capacités de plastique recyclé. Pour l'investisseur, qu'est-ce que vous dites ? On en est où dans une logique d'investissement si on veut investir dans ce thème-là ? Vous avez cité quelques noms de sociétés. Alors Carbios, évidemment, on connaît bien, côté à Paris. Mais là, on parle de boîtes qui sont des boîtes de techno, justement, qui apportent des solutions technologiques. C'est des profils de risque intéressants. Il y a des acteurs de marché quand même qui se structurent, qui ont des tailles significatives, qui permettent à des investisseurs de les accompagner. Je dirais que c'est plus compliqué de trouver des acteurs matures parce qu'aujourd'hui, dans les sociétés cotées, on va avoir beaucoup de biotech industrielles. Donc, vraiment qui sont dans cette idée qui ont en général une techno de recyclage chimique, mais qui attendent encore la mise à l'échelle. C'est le cas pour Avancium, c'est bioplastique, c'est un peu différent, mais Avancium est sur le point d'inaugurer son usine. Carbios, elle est en construction. Loop également. Donc on est encore dans ces phases biotech. La preuve industrielle est encore à faire, quoi. Tout à fait. Et par contre, après, les groupes, les sociétés plus matures sont des groupes très diversifiés qui sont à ce moment-là, je veux dire, on joue pas uniquement la thématique du recyclage de plastique. Service aux collectivités. C'est ça. Voilà. On est sur vraiment c'est beaucoup plus large et beaucoup plus varié. Donc, pour un investisseur qui veut exclusivement se concentrer sur cette thématique-là, je l'encouragerais à aller vers les biotech industrielles et faire le choix de la technologie la plus convaincante. Bon. Et là, il y a quelques acteurs, vous avez cité, mais c'est beaucoup du privé, du non coté encore aujourd'hui. C'est aussi dans cet univers non coté qu'on va trouver aussi les technologies prometteuses peut-être demain.
avec la phase de dérisquage à faire encore du point de vue-là. Oui, tout à fait. C'est du non-coté. Alors déjà, pour le thermomécanique, c'est un tissu déjà de PME avec un ancrage local et privé. On comprend très bien. En général, familial, quoi. Familial, exactement. Qui se développe beaucoup via le M&A. Ouais. Pour le chimique, ça va être des biotech industrielles qui, elles, vont recourir au levée de fonds, etc., pour se financer. Mais encore une fois, la route est longue. J'entends. Oui, on est à des niveaux de risque. Mais c'est un profil de risque important. Oui, biotech industrielle, vous avez très bien donné l'image, effectivement. Merci beaucoup, Paul. Merci d'être venu évoquer pour nous ces enjeux autour du plastique, des plastiques et du recyclage des déchets plastiques. Précisément, Paul Defremont, Managing Director au sein de la recherche action de Bryan Garnier, qui est avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir.